Bon mercredi à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres ce jour pour la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez en tout cas à lire ce matin et notamment avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par les tabloïds. La nouvelle expression parle de Cour suprême. Il a deux fonctions et deux matricules. C'est le titre proposé par le tabloïd pour dire simplement qu'après les dernières nominations des magistrats, Jean-Michel Nithieu dénonce la légèreté du Conseil supérieur de la magistrature et soupçonne donc un double salaire payé donc à un ancien président du tribunal criminel spécial. C'est à lire en page 2 du journal ce matin. Le journal parle également de l'affaire Sokoudjou avec les sorciers qui s'en mêlent, les sociétés secrètes des Bamedjou viennent d'effectuer une sortie à travers laquelle elle condamne la sortie humiliante du préfet des Hauts-Plateaux. C'est ce qu'on découvre en page 8 du journal ce matin. On parle aussi de des affaires foncières avec du banditisme au MINCAF. Le ministre Henri Yébéa ici a donc demandé de procéder à la mutation d'un titre foncier appartenant à la collectivité Lok-Bongo de Lorbessou au mépris justement de toutes les décisions judiciaires. C'est ce qu'on lit également en page 3 du journal. Ce matin, on parle aussi de la présidentielle guinéenne. Condé est sur les traces de Ouattara. Le parti du président de la République de Guinée-Conakry vient donc de le désigner pour une troisième candidature à la présidentielle de son pays. C'est ce qu'on lit également en page 12 de la nouvelle expression ce matin. Le journal Le Messager de ce jour parle de chômage post-Covid avec le péril jeune, alors qu'un plan d'urgence pour relancer la machine de l'emploi des jeunes, première victime économique de la pandémie, est donc en gestation. Patronat et syndicats multiplient donc les propositions. C'est ce qu'on découvre dans le dossier à lire de la page 5 à la page 7 du journal Le Messager de ce matin. Le même journal parle également des traitements salarial avec les travailleurs des communes qui sont en colère. On peut lire la suite en page 9 et on s'intéresse à autre chose, aux querelles foncières. Lumière sur la vraie fausse affaire Ketia Cortez. En page 12, le journal fait savoir que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans le viseur d'une élite d'UNDE en mal de positionnement. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal Le Messager de ce matin qui a également d'autres informations. Et puis l'Œil du Sahel parle de trajectoire. Ces ministres qui sont retournés donc à des postes de subalternes. On peut lire également la suite en page 3 du journal. Le journal parle aussi des listes électorales. Pourquoi les inscriptions n'attirent plus les populations du Grand Nord? C'est en page 3 de ce numéro aussi. On peut découvrir d'autres informations dans l'Œil du Sahel, en kiosque ce matin. Et puis le journal Le Soir hebdomadaire s'intéresse notamment à la longévité des chefs d'État africains, lumière sociologique et anthropologique africaine à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd Le Soir hebdomadaire, qui parle également de l'affaire Mina et bien entendu incarcération. On parle notamment de cette pathologie. Une maladie rare, proposée également par le journal ce matin. Je vous invite à lire le numéro disponible en kiosque qui s'intéresse à d'autres sujets et qui vous permettront d'être parfum de l'actualité. Et également, l'autre journal, c'est Émergence. Émergence qui parle de la justice. Voici la nouvelle patronne donc, du tribunal criminel spécial. Portrait d'une redoutable magistrate, la seule à avoir donc fait embastiller un ministre en fonction à l'époque. Vous vous souvenez d'ailleurs. Le journal fait le rappel ce matin. Le journal parle également de comment sa désignation est donc perçue au sein de la juridiction spéciale. C'est à lire en page 4 du journal Émergence qui s'intéresse à autre chose, d'autres actualités que je vous invite à lire dans le journal ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction et avec nos invités déjà sur ce plateau. Prince Harrison Ngeka, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à mon copanéliste, bonjour aux très nombreux téléspectateurs de la revue des grandes unes. Merci encore de m'avoir invité. D'accord, alors avec vous, nous allons parler de quelques sujets. Brice Ngolzok, bonjour. Bonjour Flavien. Je passe le bonjour à toutes les populations de l'Est qui, malgré que le Cameroun soit le deuxième massif forestier, vivent toujours et ne bénéficient pas des 18 millions d'hectares de forêt qui s'y trouvent. Et voilà, vous travaillez pour le journal Entrepreneur et merci d'être là également ce matin. Avec vous, nous allons parler, puisque vous parlez des questions foncières, il y a la presse qui revient également sur les sujets, mais seulement intéressons-nous à ce que la nouvelle expression propose en grande une. Cour suprême, il a deux fonctions et deux matricules, c'est ce qu'on lit dans le journal. Après les dernières nominations, on découvre l'honorable Jean-Michel Nithieu a réussi à dénicher le point noir.
Oui, il faudrait d'abord rappeler que peut-être le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu le 10 dernier. Il y a eu des nominations, ce qu'on salue après 3 ans, bien évidemment. Et le chef de l'État a procédé à un redéploiement de ses effectifs judiciaires. Et bien évidemment, comme on le sait bien, dans son rôle que l'on connaît, Jean-Michel Nietzsche est revenu sur un certain nombre d'éléments qu'il considère comme étant des éléments un peu flagrants. Vous savez, il s'agit bien évidemment de l'ancien président du TCS, celui-là même qui a dirigé le TCS, M. Yap Abdou. Il est revenu sur les différents matricules de ce magistrat hors hiérarchie, bien évidemment. Et il se pose donc la question de savoir est-ce qu'on ne se retrouve pas là dans un dossier aussi fictif que ceux des fonctionnaires. Parce que la grande question se pose, c'est donc celle de savoir, au moment où on avait organisé, bien évidemment, avec le ministère des Finances, le COPE, le contrôle du personnel physique, le comptage physique du personnel de l'État, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que c'était sensiblement 22 000 fonctionnaires, c'était 30 milliards qui avaient été dégagés de ce mouvement. Et dans son rôle, bien évidemment, son rôle de contrôleur de ce qu'il est convenu d'appeler l'administration et bien évidemment le pouvoir de Yaoundé, il essaie de se poser la question de savoir aujourd'hui avec quelle légèreté on a pu laisser passer un matricule aussi important d'un homme aussi important qui aujourd'hui se retrouve avec 2 matricules. Je pense que c'est une question très importante et que, comme il sait si bien le relever, il faut il faut taper du poing sur la table pour vérifier véritablement ce qu'il en est. Alors on découvre que ce n'est pas le seul cas, il y a plusieurs autres en tout cas évoqués par le ministère des Finances, mais cette fois c'est l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui a touché, qui a révélé le point. Mais je pense il faut le mettre sur le dos des coquilles, c'est-à-dire que les coquilles, dans la rédaction, ou alors la saisie de ce... Alors vous mettez ça dans le cadre d'erreur, d'une erreur de saisie en ce moment? Je pense que c'est une erreur de saisie, parce que le magistrat Yap Abdou, que je connais très bien, est un haut magistrat, qui est bien connu, qui a fait toute sa carrière dans l'appareil de l'État, au Cameroun, qui a été peut-être propulsé au devant de la scène lorsqu'il a été nommé président du tribunal criminel spécial. Il en est parti, il a été nommé parti du TCS, il a été nommé avocat général auprès de la Cour suprême numéro 1. Et aujourd'hui, il est le président de la Chambre des comptes. Non, je suis président de la Chambre des comptes à la Cour suprême. Donc, je pense qu'il faut le mettre sur le dos des coquilles. Et Jean-Michel, je ne dis pas pour simplifier la dénonciation, c'est même très important parce qu'une haute juridiction comme celle-là, c'est-à-dire que même pas de juridiction, c'est-à-dire qu'une affaire qui est présidée par le président de la République, que fait le secrétariat du Conseil de la magistrature pour laisser passer ce type d'erreur? Ces coquilles, ça montre un peu la légèreté. Je dis bien la légèreté par laquelle les choses sont gérées au Cameroun. C'est-à-dire que voilà les nominations. Vous vous souvenez qu'à force de crier, la presse à force de crier et de crier, ou qu'on nomme même des morts. C'est-à-dire que c'était quoi quand on dit on a nommé des morts? C'est que les propositions sont faites peut-être 6 mois ou 7 ou 8 mois avant. Maintenant, lors de la promulgation du décret en question, on ne fait plus la veille pour savoir est-ce que Ndongo est encore là, est-ce que Ndongo a été affecté ailleurs, est-ce qu'ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas ce type de veille-là. Et ça montre la légèreté par laquelle notre administration est gérée. Donc, je le dis, ce n'est pas pour minimiser l'action de Jean-Michel Nietzsche. Et je m'en vais ici le féliciter. D'accord, vous estimez que c'est une erreur de saisie? Oui, c'est un problème de coquille. Ouais. J'ai dit, je félicite déjà le député, c'est le rôle, c'est-à-dire du rôle de veille qu'il fait tout le temps. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une action, il fait la veille pour dire voici les manquements. Et ça, il faut le féliciter. C'est un rôle, et je félicite la presse de le mettre au devant de la scène. C'est une sorte d'interpellation à plus de vigilance lorsqu'on travaille. C'est-à-dire que vous faites des choses. D'accord. Je vous ai pris un cas typique sur des nominations des morts et autres que la presse a longtemps décrié. Or, c'est des travails de manque de veille de nos fonctionnaires ou alors de nos dirigeants. Oui, on va passer à autre chose. On reste dans le même dossier, parlant de la justice, avec ce que nous propose Émergence ce matin. Voici la nouvelle patronne du TCS, celle-là qui a fait enfermer, en tout cas à l'époque, un ministre en fonction, vous vous souvenez encore? Oui, bien évidemment, c'était l'ancien ministre de l'Éducation et on se souvient encore que cette dame, il faut le reconnaître, elle a fait un travail énorme, Madame Annie Batende, qui est aujourd'hui nommée, et c'est la première dame, bien évidemment, qui est nommée au TCS. Il faut dire que
cette dame a toujours été, elle a toujours eu la pointe qu'il faut, elle a eu le courage qu'il faut, et nous pensons que c'est un enjeu, c'est très important d'avoir autour de nous des magistrats qui peuvent assurer le pouvoir judiciaire. Vous savez, lorsqu'on revient sur le cas de M. Nietzsche qui interpelle le gouvernement dans son rôle, et bien évidemment, c'est toujours pour regarder quelle est la place de la justice au Cameroun, parce que vous savez, aujourd'hui, la justice, c'est quelque chose d'important. L'équité passe par la justice, et pour que les gens se sentent à l'aise, il faut sentir qu'on a des magistrats forts, on a un secteur judiciaire fort. Et je pense que vous savez qu'elle sort d'abord du tribunal spécialisé pour les grands criminels économiques, c'est de là qu'elle vient, et je pense qu'elle est à la place qu'il faut, et puisque le TCS s'occupe des grands criminels, je pense qu'aujourd'hui, je salue cette initiative, non seulement du chef de l'État, mais de l'ensemble du pouvoir judiciaire, qui donne aussi l'occasion à une dame de pouvoir montrer ce de quoi elle est capable. Alors, le journal a titré ainsi, et justement, il y a une question qui se pose, quel est le regard qu'on porte sur elle au sein de l'appareil judiciaire aujourd'hui? Le regard qu'on porte sur elle, le premier regard qui est, le regard qui est mis plus au devant de la scène, c'est l'arrestation ou alors la mise sur mandat de dépôt de l'ancien ministre, le feu ministre Bapès, et qui a fait les choux gras de la presse et qui a commis un tollé où les gens se sont demandé est-ce que le président de la République était au courant du fait, parce que bien après, le lendemain, il est ressorti. Non, mais je dis, c'est une... je ne dirais pas que la justice, ou alors que les magistrats ne sont pas aux ordres. À l'époque, on avait dit que cette magistrate était aux ordres. Et que la preuve, lorsque le président de la République s'est rendu compte de cette affaire, il a ordonné que le ministre Bapès soit relevé. Et mon confrère Ladebris l'a dit, elle a fait en partie sa carrière au TCS. Donc, c'est une maison qu'elle connaît bien, c'est-à-dire qu'elle était juge d'instruction là-bas. C'est une maison qu'elle connaît bien. Et je voudrais rappeler ici que il y a deux personnes, c'est-à-dire qu'à la tête de cette juridiction, parce que le procureur auprès de cette Madame Tchokonte est aussi une dame. C'est-à-dire que vous avez donc deux dames. C'est-à-dire qu'à la tête de cette juridiction, au niveau du parquet et comme magistrat de siège, et comme au niveau du siège de ce tribunal criminel spécial. Et je m'en vais ici constater quelque chose. Dans ces mouvements, dans ce déploiement et cette nomination au niveau du ministère de la Justice, le ministre d'État, Laurent Esso, a proposé, parce que c'est le président Biya qui confirme, je constate que le ministre d'État, Laurent Esso, a proposé autant de femmes dans les postes. Je dis même stratégique, c'est-à-dire qu'au niveau même du ministère, vous avez les sous-directeurs et autres, les directeurs des affaires, la directrice des affaires générales, c'est une dame, elle remplace une autre dame. Beaucoup de sous-directeurs sont des dames. Vous avez dans les juridictions, il y a la promotion des dames. Je me suis posé des questions, mais quelle est cette propension à nommer les dames? Donc, il faut promouvoir le genre. Donc, voilà. il y a un accent qui a été mis dans cette affaire-là. Donc, je dis, vous savez, les femmes sont souvent méticuleuses. Vous savez, on ne négocie pas souvent facilement avec des femmes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un service... Alors, elles vont changer la justice? Moi, je pense que cette touche au-delà de ce qu'on peut dire en dessous, au-delà des remous qu'il y a eu, c'est-à-dire accusations fondées ou pas sur le départ d'Emmanuel Ndiré. Vous savez qu'avant la tenue de ce conseil, il y a beaucoup de choses qui se sont dit déjà sur son potentiel départ à la tête de ce tribunal-là. Aujourd'hui, c'est une femme des noms ont circulé, mais je pense que le président Biya allait sortir peut-être le joker en disant, peut-être pas le joker, une dame qui est dans la maison, qui connaît les dossiers de la maison, qui ne viendra pas peut-être... qui ne va pas plonger dans la magouille, comme ce que vous voulez dire? C'est ce que vous voulez dire. Non, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. De toute façon, la presse est revenue ce matin et présenté en tout cas cette nouvelle patronne du tribunal criminel spécial, c'est Émergence qu'il dit, et avec ce que la nouvelle expression propose également, il a 2 fonctions et 2 matricules. Donc, cette dénonciation de l'honorable Jean-Michel Nietzsche aussi, c'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression. Alors, on parle d'autre chose avec le messager, chômage, au post-Covid. On voit bien le péril jeune, c'est ce que le journal donne comme titre aujourd'hui. On voit bien que la jeunesse est carrément à la perdition. Elle cherche ses repères, ne trouve pas. Elle cherche même à créer des emplois, ne trouve pas, alors qu'il y a des structures comme le PAGEU, le PIACI et autres qui concernent justement cette jeunesse-là qui n'arrive pas à se positionner.
Oui, Flavien... Cette journée d'ailleurs qui est consacrée à la journée de la jeunesse. C'est la journée de la jeunesse aujourd'hui. Il faut dire, Flavien, que c'est une question très importante au Cameroun. Le taux de chômage ne fait qu'augmenter, alors que nous nous souvenons que dans la mise en place de notre DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, oui. Dans la décennie, il était prévu la création de milliers d'emplois en ayant un taux de croissance de 5,5% par an. Ce qui n'a pas été fait, on peut considérer que c'est un certain nombre de choses, mais vous savez bien, autant pour moi, vous savez bien qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent des difficultés. Et ces difficultés sont liées, malgré tout ce que vous venez de citer, le PIAZI, le PAGEU, mais on doit ajouter à ça un programme très important, c'est le PTS, celui qui a été mis, le programme triennal jeune qui a été spécial jeune de 102 milliards qui a été mis en place par le chef de l'État sur 3 ans. Les 3 ans sont passés, mais on n'a pas pu dépenser 10% de ce financement jusqu'à aujourd'hui. On se pose donc la question de savoir, est-ce que alors l'argent est resté dans les caisses? L'argent n'a jamais été véritablement utilisé parce que jusqu'à l'année passée encore, ce n'est pas nous qui gérons, nous laissons les jeunes gérer. Il y a un conseil de la jeunesse qui s'occupe, il y a le ministère qui est en charge de la jeunesse qui est là pour ça. Donc il faut le dire aujourd'hui que l'ensemble des projets qui sont mis en place par les jeunes ne portent pas véritablement les fruits attendus, les fruits escomptés, on peut le voir. Et ici, aujourd'hui, c'est le péril Jules qui est en train d'être cité par... par le messager aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et il faut reconnaître que la jeunesse camerounaise ploie encore sur le coût du chômage. Oui, Aristide. Mais je pense que le messager a voulu présenter ici un fait qui est important. Que faisons-nous, même si le Covid n'est pas fini, c'est-à-dire que nos autorités nous disent que le Covid n'est pas fini, qu'ils continuent d'observer les mesures barrières, mais l'emploi en général a pris un véritable coup. Vous savez que nous avons pratiquement fait plus de 3 mois sans travailler. C'est-à-dire que, et avec les conséquences, c'est-à-dire que toute la machine que le Covid a eu sur l'économie même en général de notre pays, vous avez des jeunes qui ont été mis en chômage technique, qui, dans certaines entreprises, qui n'ont pas repris parce que les entreprises peinent à se relever. Et vous vous souvenez que le GICAM et d'autres organisations patronales sont montés au créneau pour dire au gouvernement, ça ne va pas, accordez-nous. Vous avez accordé un certain nombre de facilités, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. La preuve, vous avez des jeunes qui n'ont pas repris le travail. Vous avez des activités qui sont pratiquement moribondes. Aujourd'hui, quand vous saluez quelqu'un, c'est quoi? Il dit, mais comment vous allez? Il dit, mais écoute, le Covid a tout pris. C'est-à-dire que, donc, c'est essentiel. Vous avez les frontières, on dirait des frontières. Les gens ne voyagent plus. Ceux qui imaginaient des jeunes qui vivaient ou alors qui étaient dans une activité qui avait un trait avec l'importation ou l'exportation, ou alors qui se déplaçaient, ils sont totalement en chômage. Donc, il y a plusieurs jeunes ou alors plusieurs personnes qui sont en chômage et c'est un poids pour notre économie. Donc je pense que le gouvernement, et Brice l'a dit, il y a des organismes ou alors des instruments de l'État comme le PIAZI, le PAGEU, qui font beaucoup de publicité, mais dans le ressenti, on ne perçoit. On apprend toujours. Par contre, on accuse plutôt les bénéficiaires de n'avoir pas géré aisément ce qui leur avait été attribué comme financement. Mais c'est des fonds publics. Si on vous donne des fonds publics et que vous n'arrivez pas comme ça, on poursuit. On poursuit. Quelle est cette histoire où on dit qu'on vous a donné l'argent à Brice pour aller faire le commerce et qu'il était censé rembourser? Il ne rembourse pas, on lui porte la plainte. Mais qu'on poursuit ces gens, c'est de l'argent public. Quand on vous donne de l'argent public, c'est comme un financement de la banque. Ce n'est pas différent. C'est que ce sont des fonds publics. C'est comme un financement quand vous allez à la banque, vous prenez un prêt. Vous prenez un prêt. C'est-à-dire que vous ne remboursez pas. Vous pensez que la banque va vous laisser comme ça. On va vous poursuivre. Donc, je dis ce qu'il faut. Donc, on estimait qu'il fallait magouiller pour bénéficier de ça. Oui, mais ça s'est fait. Et on a souvent décrit, notamment sur le PIAZI, en disant, lorsque je me souviens d'un contrôle au PIAZI, il a fallu que le coordonnateur, M. Melon, aille rattraper les gens à Crimée pour dire, écoutez, j'ai des problèmes, je voulais vous aider, mais vous n'avez pas remboursé ce que il dit. Non, mais il faut porter plainte. C'est-à-dire que si vous voulez montrer la justesse, votre justesse dans l'action, ceux qui n'ont pas remboursé, vous leur portez plainte. Ouais. Mais la grande interrogation reste là, même si ce sont des jeunes qui n'ont pas remis, ça veut dire que le casting n'a pas été bien fait. Et qui fait le casting? Et des projets. Ce sont eux qui m'initient. Ça veut dire que le casting n'a pas été bien fait, le suivi n'a pas été fait, parce que dans le processus, il doit avoir non seulement un bon casting pour choisir les jeunes qu'il faut. Et dans le cadre du PIAZI, c'était dans le secteur informel. Il fallait voir des jeunes qui ont des activités et procéder et maintenant faire un processus d'accompagnement, parce que c'est ça qui est plus important. Il faut accompagner ces jeunes pour pouvoir permettre à son projet d'être plutôt rentable et de ramener l'argent dans les caisses. Donc la grande interrogation reste, qui a fait le casting? Ce sont ces personnes-là. Et non seulement
Est-ce qu'il y a eu un suivi C'est justement de ça. Je parle de l'accompagnement, justement. Il faut donc, et qui fait l'accompagnement? C'est l'État. C'est le processus qui doit être mis en place. Du moins, l'organisme qui a mis en place, que ce soit l'OPIASI, que ce soit, et tout récemment, il y a un projet qui a été mis en place par le chef de l'État qui permettait aussi au ministère de l'Enseignement supérieur d'accompagner ces jeunes, d'accompagner 100 jeunes. Donc, il faut se dire aujourd'hui, tout l'ensemble, tout ce processus qui est mis en place, il faut mettre des éléments d'accompagnement. Non seulement on finance les jeunes qu'il faut, et après on met un processus d'accompagnement et de suivi qui permet au projet de devenir rentable. D'accord, donc on peut lire ça également, parlant de ce que le messager propose ce matin, chômage post-Covid avec le péril jeune. Et là, on découvre également qu'il y a plusieurs autres volets qui n'ont pas été, en tout cas, qui plongent davantage les jeunes dans le chômage. Et on peut lire le dossier ce matin. Alors, le du Sahel parle de trajectoire. Ces ministres qui sont retournés à des postes de subalternes. Écoutez, je pense que l'œil du Sahel s'est appuyé, ou alors le prétexte de l'œil du Sahel pour faire ce type de dossier. Pour faire ce type de dossier, c'est la nomination de l'ancien ministre Michel Anguine, qui a été nommé conseiller technique au ministère de la Justice. Il faut noter que pour le cas typique, déjà, c'est un magistrat. Vous savez que c'est un magistrat déjà hors hiérarchie, premier groupe. Vous savez qu'ils vont en retraite à l'âge de 65 ans. Et vous savez que lorsqu'il a été débarqué du gouvernement, il reste encore fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il est à la disposition de son ministère d'origine, c'est-à-dire que le ministère de la Justice, c'est un magistrat. Vous savez qu'avant d'être nommé ministre de la fonction publique, il était procureur général près de la Cour d'appel du Sud. Donc, il a été débarqué du gouvernement, il reste fonctionnaire, donc ça veut dire qu'un fonctionnaire en activité. Donc, il fallait qu'on lui trouve du travail, ou alors il ne fallait pas qu'il continue à toucher, parce qu'il continue à toucher son salaire de magistrat, en étant à la maison, à ne rien faire. Moi, je pense que il faut même le noter, parce que à défaut de lui trouver un autre poste, peut-être dans l'appareil, il fallait qu'on l'utilise. C'est un fonctionnaire qui doit travailler, qui ne doit pas rester chez lui. Moi, je trouve même qu'il est resté à la maison longtemps. Ça fait 2 ans qu'il est à la maison. Et qu'on lui trouve. Et ce n'est pas la première personne à être dans ce cas. Il y a Mme Lucie Ngouamessia, qui a été ministre du contrôle supérieur de l'État, mais qui a été aussi conseiller technique au ministère de la Justice, parce que c'était une magistrate. Il y a le ministre des Forêts, l'ancien ministre des Forêts et de la Faune, Egbe Hillman, qui était ministre des Forêts, qui était aussi un magistrat, qui a été débarqué de ses fonctions, mais qui a été nommé par après avocat général auprès de la Cour suprême. C'est-à-dire que oui, c'est un poste, on peut le considérer comme subalterne dans l'appareil de l'État, mais s'ils sont encore en fonction, c'est-à-dire que s'ils sont des fonctionnaires, il faille qu'on les utilise. D'accord. Le journal dit ce matin parle de ces ministres qui sont donc retournés à des postes subalternes, donc ils jouent le second rôle. Là, je pense qu'il faut saluer l'action de l'administration camerounaise, parce qu'on a l'impression, et on a bien l'impression que les administrateurs, le plus souvent, se disent que lorsqu'ils ont été ministres et qu'on les enlève, ils n'ont plus une autre fonction. Ça donne l'occasion peut-être à Michel Anguine de ne pas rester un peu plus à Doumentan dans son village natal pour revenir peut-être à Yaoundé, s'occuper un peu de la justice, de ce qui le concerne, du métier qu'il a fait pendant des années et qu'il a fait avec brio. Donc, il n'a pas que son cas, et on a l'impression que ce sont les administrateurs qui voient dans des postes de ministériels ou bien la haute fonction de ministre comme étant une finalité. Mais nous, on connaît nos professeurs d'université qui, lorsqu'ils sont débarqués, ils reviennent simplement dans les anciens. Jean-Marie Nganko à l'époque peut-être est revenu, mais on a l'impression que lorsqu'on est sorti d'une certaine école, que je ne citerai pas... On va sortir sur un sujet. Vous permettez, on a compris. Vous avez le ministre Ngolé qui enseigne. Vous avez le professeur de l'Océan qui a été recteur de l'université d'État, mais bien après qu'on a retrouvé secrétaire général de l'université de Douala. Pour simplement dire que c'est l'action publique qui c'est bien entendu l'œil du Sahel qui évoque le sujet ce matin parlant de trajectoire. Pour sortir, on parle notamment de la nouvelle expression qui parle du banditisme au MINCAF, avec le ministre Henri Yébé qui est indexé sur des affaires foncières également. Il y a également le messager aussi qui... les journaux qui sont revenus, en tout cas, sur des questions foncières au Cameroun. Je voudrais d'abord rappeler ici que la loi, elle est claire là-dessus. Un titre foncier, il est inattaquable.
il est inattaquable et c'est très important que nous passions dans il y a 3 principes fondamentaux qui guident un titre foncier. Il est inattaquable, il est intangible et il est définitif. Ça, c'est ce que la loi de 74 nous dit. Donc, il faudrait donc être clair là-dessus. Et lorsqu'on se retrouve avec ce cas du ministre de MINCAF aujourd'hui, c'est pas le premier cas de titre. Ce titre dont il est question, le 290/W, c'est un cas de Logbesu, par exemple. Logbesu et Logbongo. Il faut reconnaître que c'est aberrant de pouvoir vivre ce genre de situation au Cameroun. Nous l'avons d'abord déjà traité dans notre journal L'Entrepreneur, où nous sommes revenus sur le cas des populations qui sont là juste à Douala 3e, qui ont le même cas. Les populations de Ngoji Bakoko qui, depuis le 7 mai, ont eu une annulation d'un titre foncier. Le titre foncier 2251. D'accord. Donc, c'est juste pour revenir. Non, nous sortons déjà de l'émission, ça, il faut le rappeler aussi. Je vous dis en 30 secondes. En 30 secondes, c'est un problème fondamental au Cameroun. Vous vous retrouvez sur un même terrain les gens qui ont 2 titres fonciers. Mais c'est de la corruption. Et moi, je pense que ce sont des fonctionnaires. C'est-à-dire que quand vous voyez un ministre sortir un titre foncier avec un autre numéro, ce sont des fonctionnaires locaux. C'est-à-dire que qui manipulent souvent les ministres, qui remontent les dossiers. C'est-à-dire que vous avez un titre foncier, un autre va composer le même dossier sur le même terrain et vous ressort un titre foncier. Comment c'est possible? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce type de choses. Et je voudrais sortir en disant, il y a un cas typique comme ça qui est, je pense, dans le Logon des Chari, où le sultan de Gamé, c'est-à-dire qu'on a délimité les frontières de son sultanat. Le préfet même a sorti, le préfet même a fait une commission et a délimité les frontières. Merci à vous. Nous laissons mais il y a des gens les lecteurs vont qui lire ce que estiment la presse propose ce matin. Merci. Allez, demain c'est jeudi et ce sera la 4e édition de la semaine de la Revue des Grandes. Une bonne journée à tous. Allez en kiosque et vous procurez les tabloïds.